Plusieurs d'entre vous auront assisté déjà à la présentation au premier webinaire en présence de Gwendal Henry. Alors, c'est avec plaisir qu'on va poursuivre aujourd'hui avec le deuxième webinaire de mutation, le livre numérique, organisé par Topo, Centre d'artistes en art numérique, que vous connaissez probablement parce que vous vous êtes inscrit au webinaire. Donc, je vous avise tout de suite que le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, mais je vous invite à désactiver votre caméra. Le webinaire sera rendu accessible à la fin du forum, à la fin ou début septembre, avec l'ensemble des contenus qui auront été réalisés. Et ça va coïncider avec la tenue d'un mini-salon de l'édition expérimentale qu'on souhaite organiser en présentiel, donc en présence avec tous les acteurs qui auront des trucs à présenter puis qui auront participé au forum, etc. Donc, mais tout d'abord, Topo, c'est un centre d'artistes axé sur la création. En présentiel. Et Topo, c'est un centre d'artistes en art numérique, donc qui travaille à la création de projets numériques, expérimentaux, mais d'édition, d'exposition, de performance. Et on a un des axes particuliers, principaux de l'organisme et celui de la littérature numérique qui est à la base de la fondation de l'organisme. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire Jean-Christophe Iacono, qui est un réalisateur multimédia qui a travaillé sur des projets magnifiques, en fait, expérimentaux, artistiques, culturels, depuis plus de 20 ans. Je l'avais rencontré au Festival du Nouveau Cinéma et des Nouveaux Médias, comme il se définissait à l'époque. Et il me présentait un logiciel d'édition en 3D, Axel. Et il s'était fait aussi un porte-parole pour l'importance d'y ajouter du contenu artistique dans cette nouvelle technologie qui nous donnait de nouveaux outils. Et j'étais allé le voir après sa présentation pour lui dire que nous, on partageait ces objectifs communs d'insérer du contenu de création à travers les nouvelles plateformes numériques qui étaient alors en émergence. C'était quand même déjà pas mal puissant, même au début des années 2000, mais évidemment sans aucune commune mesure avec aujourd'hui. Mais une chose qui demeure toujours dans notre ADN, c'est le soutien aux initiatives de création. Alors, Yako, je cède la parole. Voilà, merci Michel. Il y a toujours le petit travail à faire au départ pour remettre la grille parce que Zoom t'enlève toujours de son... Voilà, je vous vois tous. J'ai l'impression, en fait, je vois principalement vos noms et quelques têtes que je connais. Bonjour Yannick. Bonjour les autres que je ne connais pas, enchanté. Donc, en fait, j'aurais dû inverser le titre. Ce n'est pas tellement l'intention artistique dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est au-delà de la plateforme. C'est quelque chose, c'est une méthode avec laquelle je travaille depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire de comprendre ma plateforme pour être sûr de faire une création ou un contenu qui soit vraiment bien adapté. Puis, je pars de là, Gwendal, je me souviens plus, tu as utilisé le terme tout à l'heure, puis je me souviens plus, mais tu sais, le fait de répliquer un outil sur une autre plateforme et de le mimer, en fait. Il y a un mimétisme. C'est quoi le terme qu'on utilise pour ça déjà? De le dupliquer?
Non, tu sais, tu prends le livre, tu l'amènes sur le web, mais en fait, au départ, on tournait des pages pour lire sur le web aussi. Ah, le côté homothétique, c'est C'est ça, ça, hein? l'homothétie, ouais, c'est ça. Fait que en fait, j'essaye de casser ça pour toujours bien comprendre ce que le média ou la technologie ou le public peut amener de différent pour la création d'un contenu. Alors, ça va de comprendre les médias interactifs pour créer autre chose que du texte à lire. Parce que donc la possibilité, c'était, au lieu d'avoir des liens entre des textes, ben, c'était vraiment d'avoir les textes qui se modifient au fur et à mesure. Donc, on crée une interaction plutôt que de créer vraiment un intertexte. Et puis aujourd'hui, bah, ça va sur les contenus que je trouve vraiment intéressants, c'est tout ce qui est en termes de co-création. Donc, ou par les fans, ou par des méthodes de scénarisation qui sont très, très différentes. Par exemple, en transmédia, on va prendre l'exemple de Lost. Évidemment, il y a une personne qui lead l'ensemble de la création, qui est un mélange entre un producteur créatif et un showrunner. En fait, ils appellent ça un showrunner. Et puis donc la possibilité de rejoindre des publics et pas des publics, des scénaristes qui sont spécialisés dans chaque plateforme qui va être utilisée. Alors, il y avait évidemment la télé, mais il y a eu beaucoup d'autres, à partir de la saison 2 jusqu'à d'autres saisons, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur intercepter les réactions des fans et de commencer à donner à des scénaristes vraiment des pistes de travail pour développer des parties de scénario. Au départ, un peu marketing, évidemment, c'est une façon de rejoindre ce que disait Jimmy tout à l'heure, c'est oui, on crée des bulles, moi ce que j'appelle les fragments en fait, les fragments de contenu qui vont être disséminés sur différentes plateformes, qui vont être attrapés de façon différente par différents publics et ramenés petit à petit vers le récit complet, plus ou moins complet. On n'est pas obligé de tout voir, on n'est pas obligé de tout comprendre, mais au moins on a accès au récit. Alors, je vais me présenter d'abord. On m'appelle Yako parce que quand je suis arrivé au Québec, comme je m'appelle Jean-Christophe, on a essayé de m'appeler JC, donc j'ai dit non. Et c'est devenu Yako parce que ma mère m'appelle Yako quand elle n'est pas contente. Mais donc, c'est mon nom de travail. Photographe, réalisateur multimédia, j'ai touché à plein de choses. Je viens du design graphique, j'ai fait un peu de communication, rejoint le milieu des arts fin des années 90. Et puis, je suis aussi un peu activiste, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, pour le climat et la justice sociale. Ça a des implications dans la création aussi de contenu, parce qu'on est dans des domaines où le contenu public existe très, très peu. Le contenu généré par l'utilisateur existe très, très peu. Puis, il y a une co-création, un langage qui est en train de se définir, mais encore une fois, ce n'est pas trop la place pour en parler aujourd'hui. Alors, j'ai fait comme Gwendal, j'ai mis mon petit Creative Commons parce que c'est important. Je suis disponible sur des plateformes, mais c'est plus de la photo. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va parler de 4 projets. Donc, je vais faire un survol du transmédia le plus rapidement possible. J'enseigne le transmédia à l'Université de Montréal. Je suis chargé de cours. Et puis ensuite, on abordera 4 projets. Digital Snow, donc, qui a été fait avec la Fondation Daniel Langlois entre 2000 et 2002. Love, qui est un projet qui a été fait avec Zone 3 pour l'éducation sexuelle des préadolescents. Ces 2 projets-là ont été des projets qui ont été pensés multimédia, mais dans le sens d'avoir vraiment des médias qui se complètent et qui aillent chercher leur spécificité. Flotte TXT, c'est un projet qui est un peu plus... c'est un projet expérimental que j'ai fait chez Moment Factory, qui est un projet de parcours, réalité augmentée, son, image, mais surtout basé sur le texte. Donc, le texte étant pris comme un élément narratif du parcours, comme ça se fait avec l'audio, finalement, mais donc vraiment basé sur du texte. Puis donc, la possibilité d'écrire autre chose que des pages rectangulaires en format portrait. Ça amène des complexités, ça amène des opportunités. Ça apporte, par exemple, ce que Mallarmé a essayé de faire avec le coup de dé, donc une lecture qui soit relativement aléatoire. Dans ce cas-là, puisqu'on a un parcours, si la personne décide de ne pas suivre exactement la flèche et le parcours fléché, il va se retrouver dans une lecture qui va être déconstruite et à ce moment, on va retrouver un autre sens, puis on peut travailler avec cette recherche de sens, etc. Puis je finis autour de InMotion Veritas, qui est une OBNL que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps avec Julien de Côté,
pour la création, production de contenu autour des arts vivants, essentiellement de la danse au Canada pour l'instant, et toute la réflexion étant de la collection de données créatives qui va ouvrir la possibilité de la création d'expositions, d'installations, de livres, etc. Donc, c'est vraiment, on part de la donnée, j'essaie de regarder ce qu'on est capable de capter en données au niveau de la création chorégraphique, du parcours chorégraphique, de documenter le mieux possible avec différentes données et d'ensuite d'avoir un processus de recréation, donc pour parler un peu muséal, et là je vais perdre mon mot tout de suite, mais c'est pas grave. Donc j'aurai plus de détails tout à l'heure autour de ça. Je vous laisserai le PDF si vous avez envie de voir un CV, il est là, il est dans le document. En gros, je suis arrivé au Québec en 89, j'ai fait de la pub, j'ai fait de l'expérimental. Là, je vois Guylaine qui s'est pointée là, je l'ai rencontré à Excentris en 99, je pense, 98, 99, à l'ouverture d'Excentris. 2000. OK. En 2000, puis j'étais là pendant que tu travaillais sur le projet de Digital Snow. Digital Snow, c'est ça, avec, Oui. Jean Gagnon. Ouais. Le projet Mallarmé, qui était un projet court mais fort passionnant parce que je travaillais sur justement l'interactivité autour du texte, basé sur le coup de dé de Mallarmé. Donc la possibilité du transtexte, de toutes les ramifications et du non-linéaire en fait. Epoxy Paris, Sony Tokyo, Digital Snow dans ces années-là aussi. Et après, bon, c'est des projets. Je vous mets la naissance de mes enfants parce que c'est toujours le fun à savoir. Puis les dernières expériences qui sont Moment Factory, ce que j'appelle mes expériences corporatives, Moment Factory puis le Cirque du Soleil, qui sont c'était deux expériences formatrices dans lesquelles j'ai fait de l'expérimentation médiatique. Et puis après, je me suis cassé le pied, j'ai quitté ma job, il y a eu le Covid, et puis voilà, on est là aujourd'hui. Le transmédia, rapidement, vous me dites si je parle trop rapidement. Je sais que le temps va passer vite, mais et puis si vous avez des commentaires à faire en cours de route, n'hésitez pas. Je vais vraiment passer vite sur le transmédia. C'est une notion qui est assez contemporaine. C'est la dissémination des fragments d'un récit sur l'ensemble d'une disponibilité média. Ce que j'appelle disponibilité média, c'est l'ensemble des médias qui vont permettre de rejoindre un public cible X. Ça peut être marketing, ça peut être créatif. On peut le voir du bon côté, du mauvais côté, mais en gros, ça ouvre la possibilité à dire j'ai des personas, donc des gens qui vont consommer un contenu d'une certaine manière et je vais me débrouiller pour arriver à les rejoindre quelques temps avant, 6 mois avant. Puis c'est là on rejoint ce que disait Michel tout à l'heure, la difficulté de tenir le buzz. Le cinéma américain y arrive beaucoup. Ils travaillent 1 an, ils envoient de l'information, ils créent un certain intérêt qui fait que quand le film sort, il rentre automatiquement dans votre calendrier de consommation culturelle. Ce qui n'était pas le cas avant. Puis là, on avait toujours des conflits en fait, dans tout ce qu'on devait voir, puis un budget restreint. Donc, le fait d'étendre tout ce travail-là permet d'être à l'écoute du public et de faire une promotion qui permet à la fin d'avoir un contenu qui soit un contenu principal, parce qu'il y a toujours au centre du multimédia un objet principal, qui est souvent le cinéma, mais ça peut être un livre, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être tout un tas de choses. Donc, transmédia storytelling, on l'appelle narration transmédia. En France, on utilise des termes légèrement différents d'ici, mais en gros, on utilise le transmédia. Et ça a été donc popularisé par Jenkins. Ça a été la plus grosse action au départ qui a été faite, c'était Lost, la plus grande action grand public. Il y en a eu d'autres avant, évidemment. Il y en a qui disent que le transmédia existait avant, mais on considère que c'est l'arrivée des médias sociaux, des réseaux sociaux qui a créé cette possibilité-là, qui l'a démocratisée, qui l'a généralisée, qui a permis à des gens à New York et à San Francisco de théoriser autour de ça. Pas San Francisco, mais Los Angeles. Bon, je me suis intéressé un petit peu, pas tout à fait au début, mais quand même dans les premières choses, parce qu'il y avait une possibilité de création. Et il y avait une possibilité aussi marketing pour développer, pour mettre en marché un certain nombre de clients que j'avais à l'époque. Bon, je vous remets, c'est encore des définitions, mais c'est parce que la notion est un peu complexe à comprendre. Il y a beaucoup de choses. Dans ce cas-là, c'est plusieurs médias, c'est des fragments, c'est un ensemble qui est recréé ensuite. Mais il y a aussi l'apport, je pense que je le mets un peu plus loin, peut-être. C'est vraiment le fait que le public puisse, ou les fans puissent intervenir en co-création,
c'est vraiment cet aller-retour-là qui a créé ce potentiel-là, cette accélération dans la création, autant dans la déconstruction du scénario initial, et donc la possibilité d'avoir des embranchements très rapidement, autant que dans la capacité de rejoindre finalement des publics relativement peu captifs à cause de l'augmentation du contenu, de l'offre de contenu en fait. Donc là, on parle de production de fans, encore une fois. La co-construction du récit est super importante. Puis, je trouve que c'est très rarement utilisé dans le commercial. Dans l'artistique, ça l'est un peu plus. On peut même prendre des exemples comme Sophie Calle, qui va utiliser une lettre qu'elle reçoit d'une rupture d'un de ses amants et qu'elle envoie à une centaine de personnes, je pense, et lui demande d'interpréter cette lettre-là et de lui donner la signification de la lettre. Et ça crée un corpus de contenu qui est très intéressant et qui a été co-créé finalement par l'ensemble des intervenants. Que ce soit la personne au départ qui jette cette lettre-là sans en avoir vraiment conscience, jusqu'à la fin, l'interprétation de toutes les lettres qu'elle reçoit. Alors, ça, c'est un projet que je vous présente, que j'ai fait avec Hubert Reeves et quelques autres personnes. Il y a un site web, il y avait plusieurs sites web en fait. Il y avait des sites web de participation, il y avait des sites web d'information, il y avait un double contenu sur le site, puis il y a eu un film. C'est pas vraiment pour moi un contenu transmédia, dans le sens que justement le contenu scénarisé était extrêmement fermé et il n'y avait aucune ouverture, aucune possibilité d'intervenir, plus que de jeter des petites questions dans l'espace auxquelles Hubert Reeves allait répondre de temps en temps. Et je le mets en référence parce que je trouve que c'était un moment donné où on cherchait un peu justement la forme la plus efficace. Et celle-là, justement, on est passé légèrement à côté parce qu'on n'a pas assez pris l'influence de tous les fans, de tous les amateurs en fait, de ce sujet-là. On aurait pu rendre le projet beaucoup plus loin. On a décidé d'y aller plus avec des contenus scientifiques vérifiés à l'ancienne. Ça a son avantage aussi, mais à l'ère des nouveaux médias où les sites ne durent que 6 mois ou 1 an, ce n'était pas très pertinent de le faire de cette façon-là. Donc, Digital Snow, à l'époque, donc Jean Gagnon, en fait, la fondation reprend le fonds d'archives de Michael Snow. Il y a une discussion. Il est tenté de faire un catalogue raisonné. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Michael Snow, mais c'est un artiste qui a énormément produit dans beaucoup de supports, beaucoup de médias. Il a vraiment essayé énormément de choses depuis les années 50. Du cinéma expérimental, de l'installation, du nouveau média. Il a vraiment tout essayé. Et finalement, bon, ils ont voulu faire un portfolio de ses œuvres, de présenter un catalogue de ses œuvres. Et avec Epoxy, la boîte dans laquelle j'étais à l'époque, on a milité pour ne pas faire le catalogue qu'on nous demandait, mais de faire une synthèse de l'œuvre de Michael Snow et d'utiliser cette synthèse-là pour recréer un nouvel objet qui finalement a été signé par Michael Snow et qui se retrouve dans différents musées. Donc encore une fois, il y a une recréation par rapport au support. On allait avec un livre qui permettait peut-être d'avoir un listing. Donc c'est un livre que vous avez qui prend la poussière, là, les livres qui sont empilés, qui sont gros comme ça, dans lesquels il y a beaucoup de textes à lire, qui sont super intéressants, mais qui ne sont pas vivants. On a pris la décision de faire un livre vivant, vraiment créé. En fait, je vous le fais voir. Puis c'est Topo, finalement, qui s'était collé à le distribuer. Je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, mais bon, c'est ça. Alors, on avait déjà le problème. On était avec Olivieri, on était avec le Centre Georges Pompidou, on avait quelques organismes qui nous aidaient. Et c'est un livre, en fait, qui utilise la matérialité, comme Michael Snow l'utilise, la matérialité des deux côtés, français et anglais, pour se répondre l'un à l'autre. Donc, il y a un dialogue qui est établi entre le contenu français et anglais, et ce n'est pas simplement par la traduction, évidemment. Ça peut être par des représentations, des complémentarités de forme, des complémentarités d'objets ou de symboles. Donc, finalement, on a fait un DVD-ROM qui est mort assez rapidement. En fait, quand il est sorti, quelques mois après, il fallait une mise à jour parce que le Mac avait changé, le PC avait changé, il fallait des updates. Et là, on s'est rendu compte que les nouveaux médias étaient en fait des médias mortels. Le projet était porté en 2012 par la Fondation Nel Langlois en Flash, et le Flash vient de mourir, donc c'est sa deuxième mort. Et on espère que quelqu'un
voudra bien développer la possibilité de redéployer ce contenu-là, qui est, je trouve, parce que j'ai quand même donné 3 ans de ma vie à ce projet-là, intéressant de garder en ligne, notamment en termes d'éducation, pour l'éducation. On a fait donc le livre-objet, qui est devenu un objet de collection. C'est 2000 livres uniques, puisque on a utilisé un système d'impression aléatoire. Encore une fois, l'aléatoire plaisant beaucoup à Michael Snow, c'est un principe qu'on a utilisé pour faire le livre. Le catalogue raisonné existe à l'intérieur du livre et à l'intérieur du DVD-ROM. Et ensuite, on avait une passerelle web qui nous permettait, la passerelle web, à l'époque, ne nous servait à rien pour diffuser le même contenu. Donc, on l'a utilisé pour ce qu'il était capable de faire, de s'auto-générer, de se tenir à jour. Et à partir du DVD-ROM et du site, on avait la possibilité d'aller chercher les nouvelles en temps réel, des nouvelles productions et des nouvelles de Michael Snow. Donc, ça gardait le produit ouvert sur le reste de sa carrière. Il ne produit plus beaucoup. C'est un monsieur qui a commencé très, très jeune, il y a très, très longtemps. Alors, c'est un peu obsolète maintenant, mais l'idée était de garder quand même cet objet-là le moins fermé possible dès sa production. Vous lirez ça si ça vous intéresse. Il y a eu des expositions, ça a été acheté au musée, dans la collection permanente du Musée national des beaux-arts. Donc, on considère qu'on a réussi un peu notre coup pour créer autre chose qu'un livre de promotion pour un DVD-ROM qui aurait été pas beaucoup consulté. Alors, toute cette promotion, finalement, crée l'objet. Encore une fois, Jimmy, par rapport à la discussion de tout à l'heure, ça crée plein d'ouvertures qui font que le projet pourrait ne pas être oublié, même s'il est plus consultable en ce moment, à moins que vous acceptiez d'installer Flash, puis je vous souhaite bonne chance. Donc, le livre-objet, différentes images, comme je vous faisais voir, il y a des interprétations en fait, graphiques qui sont récupérées de l'autre côté. Là, on ne voit pas bien le parallèle. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, parce que il faut que je trouve déjà 2 pages qui sont pareilles, mais bon, là, on a... Non, je pense que j'y arriverai pas. Il y a vraiment une réponse, en fait, des 2 côtés. Il y a un film de 20 minutes qui a été fait sur en fait, un film, c'est un survol. Alors, on revient encore une fois sur l'importance de faire des vidéos pour parler des objets traditionnels, pour rester dans les bases de données, puis rester dans les systèmes de recherche et les diffuser le mieux possible. Le film représente un survol que moi j'ai fait à partir du DVD-ROM, qui représente les pièces les plus importantes et le cursus. Fait qu'en 20 minutes, j'ai l'impression de donner un survol de la carrière de Michael Snow sur les grands morceaux, puis ensuite si le public est intéressé, il ira fouiller un peu plus sur le site de la Fondation Daniel Langlois notamment. Donc, on avait des interfaces qui étaient basées sur de la transparence, on avait des engins de recherche, et tout ça, c'était basé sur le travail de déconstruction de ces principes de travail. Et par exemple, c'est une interface sur un film qu'il a fait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en utilisant ce tabletop-là, chaque objet étant un engin de recherche, un mot-clé de recherche, et le fait que pendant 17 minutes, Michael Snow déplace les objets et les regroupe, ça crée des engins de recherche qui sont un peu comparables à ce que fait Google. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer la recherche, on affine la recherche, en fait, et on crée un engin de recherche qui est de plus en plus spécifique et de plus en plus précis au fil du temps. Donc, c'est une interface, c'est une expérimentation qui pourrait durer 17 minutes d'un point de vue linéaire. Évidemment, quand vous sortez, allez voir les contenus, vous revenez, vous retombez au même endroit, mais on est toujours dans un continuum et on ne peut presque pas naviguer à l'intérieur de ce contenu-là. Alors, on peut parce qu'on a créé finalement un index qui permet de se retrouver et il y a des surprises partout. On a évidemment travaillé sur le texte, donc il y avait une interface graphique par-dessus le film, et en fonction des critères de recherche, on tombait sur des résultats différents. Même ça, c'était la façon dont on a ouvert le DVD avec une présentation, un mot de Michael Snow. C'était évidemment sur des principes que lui travaille, sur l'altération du langage, sur lire à l'endroit, lire à l'envers, bon, etc. Je vous ai mis le lien du vidéo dans le PDF dans le PDF, donc vous pourrez voir la séquence de 20 minutes découpée en morceaux de 6 ou 7, je pense.
Oui, ben voilà, Digital Snow. C'était Digital Snow. Est-ce que quelqu'un aurait des questions sur cet objet-là? Bon, on va continuer donc. Pas de main levée. Alors, Love, c'est intéressant aussi parce que c'est un projet donc d'éducation à l'éducation sexuelle pour les préadolescents. L'idée étant de dire, si mon enfant a 8, 9, 12 ans, 14 ans, la seule option qu'il a de connaître la sexualité, c'est d'aller sur YouPorn. Normalement, comme société, on devrait intervenir et proposer un contenu qui soit le plus grand public et le plus facile à comprendre. On a tenté de faire une expérience immersive sur iPad, c'est-à-dire qu'on a un point de vue qui correspond à un point de vue de réalité virtuelle. Un peu, on est capable d'aller voir et de fouiller un petit peu à différents endroits. Donc, on crée une certaine immersion et autour de contenus qui sont des contenus de fiction, qui permettent de vivre des situations dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver et donc comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls et donc commencer à poser des questions ou à chercher des contenus. Et ensuite, une base de contenu qui soit la plus large possible et la plus... non, c'était pas une question d'exhaustivité, mais c'était vraiment, par exemple, pour les jeunes filles, en fait, pour les jeunes hommes, les jeunes garçons qui comprennent le principe voyons, j'ai oublié le mot, de donner son consentement. Donc, le principe du consentement le plus largement possible à l'intérieur de ce projet-là. Puis, pour taper un peu sur le projet, et bon, il a été fait par Zone 3, qui est une boîte de production de contenu X, pas le sens pornographique, mais de contenu X dans le sens N du terme. Excusez-moi. Et donc, ils ont laissé tomber le projet. Et finalement, le projet n'existe que parce qu'il y a eu un livre et un carnet intime. Donc, c'est le contenu papier traditionnel qui finalement sauve le projet. On ne peut même plus télécharger l'application sur iPad, elle n'est plus disponible, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus de site web. Donc, c'est le carnet et c'est une petite maison d'édition qui a récupéré le tout puis qui le vend à qui veut bien. Alors évidemment, il y a un problème de promotion. S'il n'y a pas de promotion, le contenu n'existe pas. Alors nous, l'idée, c'était de le présenter dans les écoles. Il n'y aura pas ça parce qu'il n'y avait pas les partenaires pour pousser de la bonne façon dans les commissions scolaires. Pareil, vous lirez si vous voulez, mais en gros, c'est vraiment l'expérience immersive, moi, qui me paraissait la plus intéressante. Il y a les petits livres Max et Lily qui sont un peu comme ça. On lit les enfants lisent les livres, ils tombent sur des sujets. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont la même histoire ou la même problématique, et ils se servent de Max et Lily pour parler à leurs parents et leur poser des questions. C'est que c'est pas eux qui ont le problème, c'est Max et Lily, mais au moins on peut en parler. C'était un peu ça le principe. Ça a assez bien fonctionné le temps que ça existait. Donc, on avait une façon de filmer qui était très réalité virtuelle, même si ce n'était pas en 3D, c'était vraiment avec des caméras qui étaient placées sur la tête des acteurs, en fait des incarnations. Et puis, tous les autres, c'était du jeu d'acteurs tout à fait traditionnel, conventionnel. Pour la partie fiction, pour la partie contenu, on était évidemment plus dans un cadre de production vidéo classique. Des interfaces, des contenus qui apparaissent en fonction des endroits où on regarde, donc ce qu'on appelle le gaze en réalité virtuelle, donne l'interaction, c'est le curseur de la souris, c'est notre nez, puis partout où on pointe, on peut cliquer. Là, pareil, je vous ai mis quelques interfaces pour pouvoir voir les contenus, ça c'était justement toutes les capsules, les différentes parties d'interface, les différents types de contenus qu'on avait, donc vidéo, animation, les ateliers, c'est ce qui a été récupéré dans le livre et dans le carnet, des quiz, des jeux, des vox pop. Donc, on avait un contenu qui était assez large et assez profond, je pense. Donc, le journal intime a été récupéré. Il y avait beaucoup de choses à imprimer, à découper, à poser sur sa porte. Encore une fois, imposer son intimité, le respect de son corps, de son être, etc. Tout ça a été très développé. Et Marie-Josée Cardinal, donc, qui était l'initiatrice du projet au départ, a très très bien joué ses cartes et finalement a proposé un livre et proposé un carnet. Elle se rendait compte déjà qu'on aurait possiblement un problème de pérennité. Et donc, elle a utilisé tout ce contenu-là pour le mettre en page.
Donc voilà, c'était un livre dans lequel je pense qu'on apprenait quand même beaucoup et c'était assez contemporain. Il y avait les nouvelles théories sur le clitoris, il y avait les nouvelles façons de présenter les pénis coupés en deux. On essayait d'être contemporain, on essayait d'être ludique, on essayait de ne pas être dramatique, mais d'être quand même, de ne pas prêter trop le franc aux critiques. Il y a eu beaucoup de réactions sur les projets similaires en France, dont un projet qui a été carrément annulé alors qu'il y avait des millions d'investissements dans le contenu et dans la production. Donc, on a fait attention. Quelle heure il est? Est-ce que je parle trop vite et que je peux ralentir et prendre mon temps un peu? Quelle heure est-il? Et 30. Écoute, ça va aller vite. Est-ce que vous avez des questions sur Love? Moi, j'ai une question. Le livre, il est encore en librairie ou c'est parce que ça date de 2016? Ça date de 2013. 2013? 2013, oui. Puis je sais que Marie-Josée a une nouvelle maison d'édition, puis je ne sais pas à quel point ils ont poussé pour le garder en librairie. OK. Ou si c'est de la commande à l'unité. Je ne sais pas. OK. OK. Ah, tu sais pas à quelle maison il l'édite, là. Faut chercher avec Marie-Josée Cardinal, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Je OK. m'excuse, je l'avais noté hier, puis oups. Est-ce que... Puis les contenus multimédia sont conservés quelque part dans une base de données, sur un serveur quelque part que tu as accès, non? Non, ben, en fait, oui, moi j'ai l'ensemble de tous mes, Oui, OK. contenus, mais je me suis rendu compte en montant ce keynote-là que en fait, tous les vidéos qui avaient été postées sur un Vimeo, etc., ils ont arrêté de payer le compte, tout simplement. Donc, le contenu n'existe plus. OK. Puis ça ramène à ma grande dépression personnelle en presque fin de carrière, je ne veux pas dire fin de carrière, mais de voir l'ensemble des projets sur lesquels j'ai travaillé depuis 30 ans qui sont plus, il n'y a plus aucun projet en ligne en fait. Ça questionne la pérennité des œuvres numériques, hein? Tout à fait. Puis, et l'importance de la documentation sur les contenus éphémères. Mhm. Puis pareil pour la production de contenus éphémères ou de performances artistiques. C'est pour ça qu'en fait, je mets mes efforts maintenant sur InMotion Veritas qui va essayer de pérenniser un certain nombre de créations ou de processus de création dans le but de les donner au milieu éducatif. Qu'on ait au moins cette transmission-là, puis qu'on ait l'impression au moins de bâtir un petit peu plutôt que de recommencer. Puis en nouveau média, en fait, on recommence. On a une espèce d'amnésie tous les 5 ans. Il y a une technologie qui disparaît, puis on a l'impression de tout réinventer, mais on repart exactement du point. Je l'ai fait 4-5 fois, puis c'est un peu fatigant. Mm. Ça demande. En fait, ce point-là, ce qui est fou, c'est que les fonds, c'est beaucoup d'argent public qui a été investi depuis 20 ans, n'ont absolument pas adressé du tout la conservation ou simplement la conservation et l'archivage. Ça n'a pas du tout été adressé. Puis, j'ose à peine imaginer les budgets canadiens. Oui, Yannick, vas-y. Tu as des chiffres? Oui, moi aussi, par rapport à mon travail, j'ai le même questionnement puis la même chose. Puis je me souviens d'avoir eu des discussions. Mais quand il y avait eu un événement organisé par Topo, d'ailleurs, à la Grande Bibliothèque il y a 2 ans, on a parlé de la pérennité des œuvres puis de l'importance de conserver les machines pour pouvoir jouer encore. Tu sais, moi, j'ai des CD-ROM qui ont été développés en 99, 2000, 2001. Puis j'ai gardé la machine pour pouvoir le jouer. Puis la Grande Bibliothèque disait que c'était une partie de son rôle. Malheureusement, ils ont perdu certains espaces, fait qu'ils n'ont plus l'argent pour pouvoir garder ces machines-là. Mais tu sais, d'un autre côté, moi, j'ai cette réflexion-là aussi par rapport à mon travail, puis je me dis, ben, c'est un peu comme en théâtre ou en danse, où tu fais une œuvre, puis c'est terminé, puis tu l'as mentionné tantôt, la meilleure façon de garder une trace, ça demeure la vidéo. Une documentation vidéo, oui. On pense en théâtre, pour que le travail soit pérenne, ben, ça prend une écriture qui l'accompagne. Fait que, je pense que c'est important, quand on l'enseigne en éducation, d'amener ça à la conscience des gens qui sont les créateurs de demain, de penser à des processus pour pérenniser le travail. Puis, comme tu dis, que tout ne soit pas toujours à recommencer. Donc, que ça soit pensé dans les projets au départ que la technologie n'est pas éternelle, même si on pense que c'est les gens qui ont développé des projets en Flash. Moi, je me souviens d'avoir, il y a 20 ans, quand c'est les belles époques de Flash, il y avait déjà des gens qui disaient « Ouais, mais Flash, ça ne va pas durer, il ne faut pas le faire, ce n'est pas un code qui est pérenne. » Donc, mais il faut y penser. Bref, c'était juste une petite parenthèse.
sur la pérennité. C'est pas une petite parenthèse, c'est une énorme parenthèse parce que il y a des budgets aux États-Unis qui sont investis avec un Internet Archive ou des organismes comme ça qui essayent de faire le boulot en créant, en fait, ils gardent pas les machines, ils font des émulateurs. Donc, ils essaient de faire des émulateurs de systèmes qui permettent, à partir d'une donnée numérique, de jouer et puis de représenter l'expérience qu'il y avait à l'époque avec des problèmes de résolution parce qu'à l'époque, c'était des grands écrans, mais on était en 640, 480. Maintenant, quand tu diffuses sur du 4K, ils ont l'air minuscules. D'ailleurs, on peut voir des vieux sites web sur Web Archive. Je me souviens plus, je suis sûre Oui. que Michel a les liens pour ça. On peut voir des vieux sites web, mais Oui. probablement pas avec les supports des plugins pour Flash. Moi, Non. je faisais du Wave, imagine. Fait Oui, que c'est oui, encore plus. oui, c'est ça. Puis Axel, Michel en parlait tout à l'heure. Axel, le logiciel sur lequel moi j'avais jeté mon dévolu pour éviter de. J'ai fait une impasse sur Flash. Ça n'a pas été très brillant dans ma carrière, mais j'ai fait une impasse parce que ce plugin-là était développé par des gens que j'aimais beaucoup, qui intégraient d'autres plugins à l'intérieur, qui permettaient de diffuser de la vidéo, etc. Puis c'était de la diffusion en fait extrêmement légère. C'était des tout petits data qui partaient en ligne et tout était fait sur la carte graphique. Donc il y avait juste à recréer en fait le player, de porter juste ce player-là, et tous les contenus étaient toujours pérennes. Mais bon, ils n'avaient pas la puissance. C'est sûr que la question des applications, ça va revenir à plusieurs reprises lors de des prochains webinaires. Il y a une chose qui est quand même très particulière avec le projet Love. C'était vraiment l'utopie. En fait, c'est pas une utopie parce que ça s'est réalisé, mais d'avoir le livre qui est complémenté d'une application tablette qui permettait de donner une expérience de réalité augmentée où on pouvait déplacer la tablette comme ça et voir la pièce et explorer l'intimité des adolescents. C'était un peu cette espèce de complémentarité-là qui était à la base du projet. Mais ça repose avant tout sur la création du projet d'édition éditoriale, du projet de livre, et finalement, il ne reste que le livre. Voilà. Puis si vous voulez voir l'ensemble de l'expérience, c'est ce vidéo-là qui est assez complet. On fait un survol vraiment général de tous les outils et de tous les contenus. Tu vas nous partager le lien sur le chat? Maxime, tu me disais, j'avais envoyé le lien tout à l'heure. Maxime, si tu veux l'envoyer, s'il te plaît. Oui, en fait, ce sera préférablement dans le groupe de discussion. Comme ça, le contenu sera assez accessible aux gens, à tous les participants, sans passer par un courriel nécessairement. Parfait. Alors, Float.txt, ça a été, encore une fois, je suis rentré chez Moment Factory pour différentes raisons, notamment parce que j'avais un tout jeune gamin, puis qu'à la pige, je ne me sentais pas les nerfs de faire les deux en même temps. Donc, j'ai embarqué dans le côté corporatif et j'ai eu la chance de pouvoir négocier d'être réalisateur, concepteur et aussi responsable des nouvelles réalités. Alors, c'est les nouvelles réalités, c'est l'expérience évidemment immersive, mais dans mon domaine à moi, interactif et numérique, ça revenait aux réalités virtuelles, augmentées et mixtes. Donc, on essayait de chercher dans le laboratoire de Moment, un laboratoire qui est quand même privé, mais assez bien financé à l'interne. On a eu la commande de développer des expériences qui soient des expériences de contenu et d'expériences d'immersion basées sur différentes technologies de casques. Alors maintenant, on commence à avoir des immersions de plus en plus poussées sans casque, mais bon, en 2017, on était encore très, très sur le headset. Et puis donc de développer des contenus qui soient… là, on n'avait pas de contenu précisément, on n'avait pas de récit. On avait du contenu, mais on n'avait pas de récit. Il fallait simplement démontrer une interaction et une posture par rapport au contenu. Donc, moi, personnellement, je suis un grand fan de Janet Cardiff, qui fait du parcours audio ou du parcours vidéo ou du parcours d'une certaine réalité virtuelle qu'elle fait avec des petites caméras VHS ou des petites caméras DV. Et puis, par exemple, il y en avait une au musée. Malheureusement, elle n'existe plus depuis les travaux qui ont été faits en dessous avec le métro, mais il y avait une possibilité de se déplacer, puis elle nous racontait l'histoire de plusieurs personnages. Puis pour moi, c'est un peu cet espace-là mental dans lequel on peut être dans un espace public, mais dans lequel on est plongé dans une intimité avec un contenu et avec une expérience.
Dans le cas de Janet Cardiff, c'est l'accès à des personnages. Dans le cas de Moment, dès le début, on s'est mis à imaginer qu'un client du Japon arrivait à Montréal et qu'on allait lui donner le casque pendant quelques heures et qu'il allait découvrir l'ensemble de la compagnie en passant par tous les contenus qu'on allait pouvoir lui donner, différentes expériences. Et ça a été fait, ça n'a pas du tout été fait. On s'est beaucoup plus amusé que ça. La réalité augmentée, donc, c'est la possibilité d'interfacer une synthèse, un contenu de synthèse sur un environnement réel, contrairement à la réalité virtuelle qui est un univers synthétique au complet. Là, on a vraiment la transparence et la possibilité de voir à travers et de positionner des contenus par-dessus. La réalité mixte, bon là, il y a un schisme dans ce terme-là, mais la façon dont je l'utilise moi, c'est de dire que on va pouvoir manipuler l'environnement physique à partir d'une interface synthétique. C'est-à-dire que si j'appuie sur ma lampe, puis que je fais ça, en regardant ma lampe et mes lunettes, la lampe va s'allumer et s'éteindre. Donc là, j'ai directement une prise sur la réalité à partir d'une interface synthétique. C'est vraiment là-dessus qu'on a essayé de travailler. Donc, par exemple, dans le Black Box de Moment Factory, on était capable d'allumer les lumières, de changer les couleurs, d'allumer le son, de changer la musique, et de rentrer dans des contenus différents. Donc, un travail sur l'interface, je vous fais ça très, très rapidement, mais en gros, on avait différents contenus. Donc, tout ce qui était contrôle des médias non interactifs, des médias linéaires. Je ne sais pas, de la lumière, est-ce que c'est un média linéaire? Je ne sais pas. Là, ça flique un petit peu, mais ça reste linéaire. Tout ce qui est utilitaire de compréhension pour rentrer dans un contenu, en sortir et avoir pas l'air trop perdu, parce que quand le cerveau est perdu, il cherche des réponses et on perd l'accès au contenu. Et ensuite, un black box, un toolbox qui nous permettait de contrôler l'éclairage, contrôler l'environnement sonore et de contrôler des vidéos, des projecteurs vidéo sur lesquels il y avait des miroirs. Et donc, à partir du moment où je prenais l'image dans le coin de la black box et que je prenais la vidéo, j'étais capable de la transporter ailleurs et éventuellement de mixer des vidéos, etc. Ce qui a amené, de notre point de vue, par exemple pour les concerts, énormément de possibilités pour des DJ, VJ de créer du contenu. Moi, mon fantasme, c'était de travailler avec Daft Punk, mais là, bon, ils ont refusé. Il y a 2 semaines, ils se sont séparés à la place. Encore une fois, l'interface est très importante dans ces contenus-là parce qu'on ne peut pas avoir de signalétique physique, ou c'est très difficile d'avoir une signalétique physique, puisqu'on doit avoir une signalétique qui suit l'utilisateur. Ce n'est pas l'inverse, l'utilisateur ne suit pas la signalétique, c'est le contraire qui se passe dans ce cas-là. Donc on doit... il y a beaucoup de travail fait en ce moment parce qu'on est dans un média assez nouveau, et il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau du UX, UI, pour normaliser un petit peu la façon dont on va naviguer à l'intérieur de ces espaces virtuels ou augmentés. Donc là, par exemple, c'est un vrai bouton, c'est une caisse Wi-Fi sur lequel on monte et ce qui déclenche le contenu. Donc dès que je montais, le son s'allumait, la lumière baissait, on rentrait en mode, on rendait en mode comme quand dans le cinéma, on ferme les lumières, ou au théâtre, on ouvre les rideaux, c'est l'initiation. Donc, le geste d'entrée, il fallait monter sur cette boîte-là. Et à partir de ce moment-là, il y avait un contenu qui s'affichait devant nous. Donc, il y a un contenu qui est géospatialisé autour de nous. On donne un certain nombre d'informations, encore une fois, parce qu'en interaction, il y a ce que j'appelle le syndrome du magicien. On veut bien assister à la chose, mais on ne veut surtout pas que le magicien nous regarde. Donc, on ne bouge pas, puis on est un peu tétanisé. Donc, il faut donner la permission, avec un certain nombre d'actions, il faut donner la permission à l'utilisateur de rentrer en interaction avec le contenu, et éventuellement de le modifier. Donc, de prendre la place du réalisateur, de prendre la place de l'auteur. C'est lui qui va créer sa propre histoire. Ce n'est pas souvent utilisé de cette façon-là, mais je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, notamment au MoMA, il y a eu des performances, pas des performances, des contenus de réalité augmentée qui ont été placés, qui étaient vraiment des installations typographiques ou visuelles qui étaient placées dans l'espace et auxquelles on avait accès avec ces lunettes-là. On n'a pas encore accès à des œuvres, malgré qu'il y a des œuvres qui commencent à être installées en réalité augmentée, réalité virtuelle dans des musées, notamment pour avoir un espace de diffusion qui soit contrôlé.
parce qu'en réalité virtuelle, on a beaucoup de problèmes. Il y a souvent des gens qui parlent à côté de nous. Donc, on perd un peu le côté cinématographique et le côté immersion. Alors, voilà, donc là, c'est bon, le geste classique de la HoloLens, c'est de claquer. Donc, au lieu de faire le doigt, ben, c'est ça. Sinon, il y a une petite manette. Mais le geste est quand même maintenant reconnu. Donc là, on regardait la lumière, on faisait ça. Et on avait la possibilité de jouer avec l'intensité, de jouer avec les couleurs, etc. Donc là, on travaille sur les gestuels et l'ensemble de tout ce qui peut nous permettre de contrôler. L'interface dans l'espace, donc c'est un portail, et à chaque fois qu'on voulait revenir à un choix, il fallait revenir sur la boîte. Et la boîte nous redonnait accès à l'ensemble de tout le portail. Donc, des expériences très, très variées. La baleine, elle est là partout parce que c'est un des modèles qui est disponible dans le toolkit de la HoloLens, mais c'est toujours quand même appréciable parce que le son est très, très beau. Les baleines sont magnifiques. On est plongé dans un espace sous-marin tout d'un coup assez facilement, donc c'est souvent là. Le Watching You, c'était des yeux qu'on avait positionnés partout dans l'espace. Quand on cliquait, il y avait des lasers qui sortaient, puis on avait l'impression de se faire attaquer. Donc, évidemment, le côté ludique permet de pousser l'interaction. Color Picker pour apprendre à contrôler les lumières, puis à devenir un peu un designer d'intérieur, un scénographe. Read It, c'était une installation typographique. Puis le So 2020 DJ, c'était le truc dont je vous parlais, qui permettait, par exemple, de prendre les contenus musicaux ou vidéo et de les manipuler dans l'espace et éventuellement de faire des combinaisons. Donc, on avait travaillé sur des films qui avaient de la transparence par le noir, puisque c'est un espace négatif, le noir en vidéo, et on venait créer des montages qui étaient en fait par l'addition de deux projecteurs vidéo qui venaient se jouer l'un sur l'autre. Donc en fait, la maquette, c'est à peu près ça. Donc on est dans un espace numérisé, donc en 3D, puis on vient poser nos assets à l'intérieur de ça, puis on crée des lectures possibles. Alors, on avait évidemment la météo. Quand on était à Montréal, à certaines périodes, il neigeait dans l'espace. Donc, dès qu'on mettait les lunettes, on voyait la neige tomber, on avait la température qui faisait, etc. Donc, on a de l'information, on a du ludique, on a... voilà, donc c'est une représentation des contenus qu'il y avait placés. Ça, ce n'est pas les versions finales, on était encore très, très utilitaire, mais on a travaillé avec un rédacteur qui était quelqu'un qui avait une écriture non pas poétique, je pense, mais qui était très, très créative. Et dès qu'on sortait de la porte, en fait, on avait accès à des couloirs. Il y avait sur chaque marche, il y avait des lettres à lire, il y avait du texte à lire, etc. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis ensuite, on avait un player vidéo virtuel. Donc, on avait une interface, on cliquait, puis la vidéo, évidemment, elle était projetée directement sur le mur. Ça permet de contrôler le média ou le contenu en temps réel. Donc, on a travaillé sur une fiction texte. Il y avait le parcours audio qui était mélangé avec ça. Il y avait une voix qui nous suivait. L'intérêt de tout ça, c'est toujours de travailler avec la présence audio. Donc, on a une autre possibilité de couche de contenu qui vient s'ajouter à ça. Là, le point de vue, c'était la voix de Moment Factory, qui est une voix qui nous apprend un petit peu l'histoire et la culture de l'entreprise, qui nous guide un peu quand on est perdu, puis quand le contenu est terminé, qu'on reste au même endroit, il nous pose des questions, il nous oriente, il nous fait des blagues. Donc, il y avait toute une narration interactive. Ça, c'est une chose que j'essaie de développer de plus en plus, c'est de délinéariser l'écriture. Puis, en fait, j'aurais dû mettre le projet de réalité virtuelle qui est en train de sortir à South by Southwest en ce moment, qui est un projet de réalité virtuelle à 4. Donc, on est 4 personnes à vivre l'expérience en même temps et l'interaction de chaque personne modifie la narration qu'on entend. Donc, il y a ce qu'on appelle le train de la pensée, puisque c'est dans un train, nous permettait de dire, en fonction de là où on regardait, nous permettait d'avoir une narration qui évolue et qui s'adapte en fait au point d'intérêt qu'on regardait. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de rendre l'écriture en fait interactive et pas simplement le contenu multimédia, mais l'écriture dans le sens de texte et non pas juste d'images et de vidéos et de contenus qui passent les uns après les autres. Vraiment d'être dans une lecture interactive. Et ce n'est pas simplement pour faire des livres dont vous êtes le héros, c'est vraiment pour permettre une certaine co-création ou dans la lecture ou dans la transformation du texte et du sens. Et donc, l'audio en réalité augmentée, j'ai dit ça, j'aurais pu dire audio guide, mais l'audio guide étant linéaire, normalement,
ou réactif. On arrive dans une salle, il y a un capteur, on déclenche un certain type de contenu. Dans ce cas-là, il y avait réellement des interactions. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer en interaction avec la voix en parlant avec la voix ou en répondant avec la voix. Alors, on l'a poussé au tout début des possibilités. Mais donc, ça, c'était de la reconnaissance de la voix. Et là, on peut rentrer évidemment sur des écritures qui sont plus interactives. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de livre, à part le livre dont vous êtes le héros, qui nous renvoie à des numéros de pages et qui délinéarise la lecture. Mais je trouve que, je ne sais même pas si c'est intéressant de le faire en papier. Je trouve que la vraie force du web et de l'interactif, ça a été d'amener justement cette délinéarisation-là. Il y a d'autres problèmes, évidemment. Pourquoi je retombe à cette image-là? J'ai aucune idée. Ah, on a fait une loupe où j'ai recopié le dossier en fait au complet. Bon, bref. Là, je vais vous parler d'InMotion Veritas. Là, il est 51. Eh ben. C'est une OBNL, donc, un studio de création de production. On va essayer de faire un maximum de formats. Et en fait, j'ai vraiment... On parle beaucoup de l'édition de livres, que ce soit du catalogue ou que ce soit de la création. Et que je serais intéressé à avoir vos avis ou vos réflexions ou continuer la discussion après autour de cet enjeu-là. Parce qu'on part d'un art vivant, éphémère. Et puis, on aimerait trouver une forme de médiation culturelle qui soit autre que simplement relater ce qui s'est passé ou ce qui a été vu ou ce qui a été dit. Puis de rentrer vraiment plus dans une possibilité de création autour du processus de création de l'artiste, du chorégraphe dans ce cas-là. Puis on commence à avoir des discussions en théâtre pour voir comment on peut justement travailler avec les auteurs et avoir par exemple ce que fait Porte-Parole, qui est du théâtre documentaire, qui va mettre en scène un certain nombre d'actions sociales, politiques, etc., et qui va recréer une pièce de théâtre à partir de ce qui a été obtenu. Alors, il y avait aussi la deuxième porte à gauche qui a travaillé beaucoup sur l'expérimentation théâtrale, mais bref, il y a quelque chose à créer, il y a des ponts à créer avec l'édition, et que ce soit l'édition vidéo ou l'édition de livres, il y a quelque chose d'intéressant à créer, je pense. Puis, on est au bon moment pour le faire, au moment de pandémie où tout le monde est coincé. Je m'excuse si je peux me permettre un petit commentaire aussi. Ben, je crois que en fait, oui, on le vit dans le milieu de la danse, la performance, tout ça, mais je pense aussi, par exemple, aux artistes qui font du land art, entre autres, dont la seule façon finalement d'archiver leur travail, c'était par de la photo, tout ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pratiques artistiques aujourd'hui où on tente en tout cas de trouver effectivement une façon de les archiver. Et je crois aussi qu'il y a un grand intérêt à connaître aussi tout le processus artistique qu'il y a derrière les œuvres, qui, à mon avis, devient aussi important, sinon plus parfois que l'œuvre elle-même. Et alors, je trouve ça intéressant que vous parliez de travailler dans ce sens-là, parce que, à mon avis, c'est dans l'air, mais je dirais au niveau de beaucoup de pratiques artistiques, l'art vivant, le land art, enfin, on pourrait en nommer plusieurs, tout ça. Alors, oui. Le land art, justement, il commence à y avoir de plus en plus d'artistes qui commencent à faire de la réalité augmentée parce que ça leur permet de positionner leur œuvre ad vitam. Oui, ad vitam. Après, on verra la pérennité de ces œuvres-là, mais encore une fois, le land art, normalement, disparaît aussi avec le temps, donc c'est un petit peu la même problématique. C'est effectivement sa particularité, tout ça. Mais en même temps, moi, ce que je trouve un peu affolant dans tout ça, c'est effectivement tout le temps qu'on investit à vouloir créer des outils de diffusion marginaux, tout ça. Alors, tous ceux qui ont fait du Flash, etc., moi aussi, je viens de cette génération-là. Alors, nous, on utilisait des logiciels aussi qui n'existent plus, là, Director, on faisait du Lingo, etc. Alors, il y a plein de choses comme ça qui ont pris le bord des poubelles. Et moi, je trouve ça vraiment désolant parce qu'il y avait comme des mines d'or derrière tout ça. Alors, c'est un peu
c'est quand même étrange qu'on doit revenir au livre et au papier pour finalement avoir des traces de... Ouais, moi, je pousse sur le livre et la vidéo. C'est-à-dire que Oui, j'utilise vraiment ces deux trucs-là comme façon de garder des traces, non seulement pour les fans ou les oui, amateurs puissent continuer à contribuer, mais surtout pour les étudiants, pour que les étudiants aient des traces écrites et des bases pour être capables de représenter certaines œuvres. Moi, j'ai une oui, discussion avec Édouard Locke en ce moment sur le mocap, pour savoir comment on peut utiliser le mocap pour permettre à des chorégraphes, parce qu'au Québec, on ne finance pas la recréation, on ne finance que la création. Et là, donc, lui dit, est-ce que mes œuvres pourraient être réutilisées ou réinterprétées, reprises avec un certain nombre de contraintes peut-être, comme les carnets d'œuvres maintenant qui sont quand même assez spécifiques pour porter des médias, par exemple du cathodique au LCD. Il y a des œuvres qui n'ont pas été portées parce qu'il y a eu une directive claire de ne pas le faire. oui, Mais oui, c'est ça. C'est là. Et sinon, et de l'autre côté du spectre, il y a ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est la possibilité de changer le principe de création avec ces nouveaux médias-là. C'est-à-dire de vraiment, et justement de travailler comme certains grands studios maintenant. Puis on peut parler de Montréalais ou d'internationaux, mais c'est la pratique en studio, c'est d'avoir des spécialistes de différentes technologies, de différents médias, de différentes écritures, et d'être capable de constituer un corpus d'œuvres qui soit en fait basé autour du contenu, autour de l'intention artistique, et non pas autour du fait que le média soit fermé ou sclérosé ou limité ou je ne sais oui, quoi. tout à fait, oui. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Lozano-MR le fait très très bien. Il a une possibilité de porter ses œuvres sur différents médiums. En fait, les œuvres sont légèrement différentes, et les noms sont légèrement différents, mais on sent vraiment qu'il y a une portabilité de l'intention de création au départ. La réactivité des ampoules, toutes ces choses-là ont été développées dans des corpus d'œuvres multimédia. C'est pas multimédia dans ce cas-là, mais vous comprenez Ouais. ce que je veux dire? C'est que, Ah oui, en tout à fait, fait, lui oui. se limite pas par les technologies qu'il connaît. Il utilise une nouvelle façon d'écrire, ce qu'on appelle les nouvelles écritures. Moi, je milite beaucoup pour les nouvelles écritures, pour être capable de non pas répliquer d'anciens modèles sur des nouveaux modèles, mais vraiment d'évoluer si on a envie, d'évoluer avec les nouvelles possibilités. Oui, Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au départ, c'est très très simple. On capte des images, on capte du texte et on capte des données numériques. Alors, la question, c'est une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on essaye avec Juliane de justement pas trouver la réponse tout de suite. On a dit, on va capter des images, on va capter du texte et des données numériques pendant le processus de création d'une œuvre. Donc là, on travaille avec Carole Prieur de la compagnie Marie Chouinard. Avec Fred Gravel aussi, avec qui je collabore depuis 2-3 ans sur tout le point de vue de captation à l'intérieur de la chorégraphie. Et la question, c'est une fois qu'on a capté tout ça et que la création a effectivement eu lieu, qu'est-ce qu'on est capable de produire avec ces deux résultats-là? Donc, il y a un projet central, comme je vous disais, en Nouveaux Médias, ça en prend un. Dans ce cas-là, c'est le spectacle de danse, parce que c'est pour l'instant le seul support qui soit financé pour les danseurs. Donc, on a ça. Et ensuite, on a capté un ensemble de données autour. Et là, normalement, on devrait être capable de produire un certain nombre de pièces qui sont des pièces périphériques transmédia qui nous permettent ou de rejoindre des gens qui n'étaient pas intéressés particulièrement par la performance ou le spectacle, des gens qui iraient voir des installations, par exemple, ou de l'installation chorégraphique, mais qui n'iraient pas voir le spectacle lui-même pour des raisons X ou Y. Et à ce moment-là, d'étendre la portée de ce contenu-là, de cette création-là, non pas en modifiant l'objet lui-même, mais en le complétant avec d'autres possibilités. Et après, bah, oui, avec des images, on peut faire des films ou de la photo, on peut faire de l'installation, des performances, des publications, de l'exposition, du web, des balados, des jeux de yogi, du VR. Et là, j'aurais dû mettre un 3 petits points parce que, évidemment, tout s'ouvre tout le temps avec toutes ces données-là. Et en croisant les données, on peut obtenir pas mal tout. Publication, évidemment, j'entends l'édition et les livres sont là-dedans. Et la médiation culturelle, et dans la médiation culturelle aussi. Bla, beaucoup de textes, sources de création, multimédia. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? La documentation de la danse, on revient à la documentation et à l'archivage, mais ce n'est pas forcément le seul point principal. C'est qu'à la fin, on aurait ce que Jean-Pierre Perrault a essayé de faire avec sa boîte chorégraphique. Nous, on essaye d'avoir un carnet chorégraphique qui soit le plus complet possible sur
l'ensemble de tout le processus de création qui amène à l'œuvre, qui permettrait de comprendre comment l'œuvre a été faite. Je vous ramène à Digital Snow, et d'ensuite d'être capable de réinterpréter l'œuvre sans attendre 800 ans. Parce que là, on fait du Shakespeare, on fait du plein de trucs, on réinterprète beaucoup, mais la réinterprétation, la portabilité de ces contenus-là au fil du temps, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, un projet qui s'appelle Sur la chaise 2, que j'ai commencé à réfléchir avec Carole Prieur, qui est en fait, moi, je suis très, très intéressé à casser le quatrième mur, en fait, travailler avec ça, là, travailler avec le petit truc qui est devant nous. Puis en fait, il faut que je fasse ça tout le temps, mais le fait que le point de vue ou le point de contact soit intégré à la chorégraphie, soit central, soit pas extérieur, soit pas périphérique, soit pas frontal. Donc, j'essaie de me mettre dans la chorégraphie. Et dans ce cas, puis ça pourrait être dans le théâtre, ça pourrait être dans toutes sortes de processus. Vous l'avez peut-être vu avec Robert Lepage, à un moment donné, quand il met la caméra au fond de la laveuse. Bon, c'était déjà là dans la pièce originale, mais là, il l'utilise vraiment comme une caméra frontale qui est autre chose qu'une captation. On n'est plus dans la captation théâtrale. Donc, on est dans une évolution du théâtre. On est entre le théâtre et la télé. Mais on n'est pas dans le théâtre filmé non plus. Parce que ce n'est pas juste des caméras qui viennent. C'est ce qu'on reproche beaucoup en ce moment, c'est qu'on voit des spectacles, mais on ne vit rien, on ne vit aucune émotion, parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation de l'œuvre. On a porté l'œuvre. Même pas, pardon. On a adapté l'œuvre. On a juste dit, c'est une œuvre de théâtre, on va la filmer et on va la mettre à la télé. Ben non, c'est pas ça qu'il devrait falloir faire. Alors, il y a toute la question du financement, comment on fait pour financer ces processus-là, je n'ai pas de réponse. Là, il y a une réponse du calque la semaine prochaine, on verra s'ils ont compris. Donc, avec Fred Gravel, ça a commencé avec une captation d'un de ses shows qui était Fear and Greed à l'usine C. J'y étais 3-4 fois, j'ai fait beaucoup de photos, commencé à développer une façon de représenter le mouvement autrement qu'en le fixant. Et j'ai travaillé, en fait, et la chaise est apparue là, en fait, comme tous les objets qui étaient sur la scène, qui me permettaient de voir un performeur qui n'était pas dans une représentation. Il était vraiment au moment d'une présentation. Donc, il était en train de vivre le show. Il n'était pas en train juste de nous le présenter. C'est-à-dire que la chaise, la lampe bougeait. Il était tout le temps en train de manipuler son espace et de le mettre en scène. Et on assistait à ça. Il finissait son show, mais il continuait à jouer de la guitare et à nous parler. Il cassait les codes et c'était vraiment intéressant à recréer. J'ai fait un film avec, qui est passé au FNC puis au FIFA. Et puis là, on continue de travailler donc, sur la possibilité de la captation du vivant, en fait. De ne pas faire mourir au moment où on capte, de vraiment capter ce qui existe. C'est le moment. C'est pas la représentation qui compte, c'est vraiment le moment qui compte. Et donc, en photographie, ça donne un peu ça. Ça nous inspire pour travailler sur la captation de mouvement éventuellement, parce que l'idée dans ce cas-là, c'est pas tellement de représenter ce qui se passe, puis de snapper la photo, puis de dire j'ai attrapé un millième de seconde. C'est vraiment de dire justement j'attrape un dixième de seconde et j'assiste au mouvement qui se déploie sur la caméra. Donc ça redevient une écriture. C'est une écriture photographique, mais ça redevient une écriture plutôt qu'une représentation. Ensuite, donc avec Carole, on a fait des tests qui étaient assez intéressants où on a commencé à mêler le documentaire et le moment. Et elle nous parle, vous irez écouter le vidéo, c'est d'un charme absolu. Hein, elle exprime d'une façon somatique sa création pendant qu'elle nous la fait voir. C'est très très doux, c'est vraiment super agréable. Puis là, on va travailler avec une dizaine de ces collaborateurs-là à qui elle va passer la chaise de temps en temps. Et la chaise va devenir le vecteur de la transmission du geste et de la mémoire du geste. Donc, avec Carole, on était moins dans la trace du mouvement, mais on était beaucoup plus justement sur ce qui se passe à ce moment-là. Puis on vit une intériorité avec elle. J'ai un mauvais karma de son dans tous mes projets multimédia. J'ai toujours des problèmes avec le son. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment comme un truc, ça ne marche pas. Puis dans ce cas-là, à un moment donné, ce n'était pas prévu que je prenne le son. J'ai juste allumé mon iPhone avec la petite dictaphone. Je l'ai juste posé dans un coin, puis j'ai enregistré. Et ce que ça donne, c'est un son qui vient de l'intérieur. Finalement, c'est assez intéressant. Donc, le glitch, moi, je valorise beaucoup le glitch et l'erreur.
Et dans ce cas-là, le glitch a été un glitch de présence et ça a très, très bien marché. En fait. Donc, on va garder cette technique-là de production, qui est une production assez légère. C'est des toutes petites caméras. Bon, là, je ne l'ai pas ici à côté de moi, malheureusement, mais c'est vraiment des toutes petites caméras que je tiens au bout de la main, puis je suis vraiment en contact, en fait, direct avec eux, et je les suis. Puis je suis vraiment tout le temps... On est dans une médiation d'espace qui est le capteur qui représente, encore une fois, l'écran, qui est la surface que vous regardez en ce moment, au-delà de laquelle je suis. Donc, on est tous les deux de chacun de notre côté, et le bras et la main fait la médiation, puis ça change beaucoup l'attitude du danseur. Je m'éloigne beaucoup, je m'excuse. Hein. Je suis super passionné par ce projet en ce moment. Avec Claudel, c'est une jeune femme qui fait un petit peu de cirque. Je l'ai rencontrée au Cirque Éloise. Elle fait un peu de cirque, un peu de danse, un peu de yoga, un peu de massage, un peu de tout. Et j'aime beaucoup la façon dont elle bouge et l'énergie qu'elle a. C'est une espèce de une grande viking avec une toute petite voix, très ténue. Puis bon, on a beaucoup travaillé au Cirque Éloise pendant 3 ou 4 séances à capter des gestes, puis à essayer de trouver comment on pouvait exploser le geste. Alors, le dernier, je vous le fais voir, là, pour moi, c'est un des plus réussis dans ce sens-là. On est au 5e de seconde. Donc là, on a presque une sculpture, une installation. Si j'avais pu la capter en 3D, j'aurais pu faire un objet imprimé avec cet objet-là, qui soit un objet qui ne soit pas réaliste, mais qui représente pour moi l'énergie qu'elle avait à ce moment-là. Et évidemment, des espèces de gestes de capoeira comme celui-là, dans lequel on pouvait aller chercher une répétition, et elle l'a fait comme 20 fois. Puis au bout de la X fois, j'ai réussi à capter exactement le bon moment dans la bonne longueur, etc. Puis je trouve, en tout cas, moi, ça me touche toujours de regarder ces images parce que ça me rappelle vraiment le geste au complet. J'arrive à bien l'attraper. Bon, des sauts comme celui-ci aussi qui donnent des formes un peu particulières. J'ai travaillé avec Virginie Brunel aussi sur le même genre de... Elle qui travaille beaucoup avec des bombes, là, des danseurs qui se jettent en boule dans des groupes de danseurs qui les reçoivent. Puis ça crée des traces d'images qui sont vraiment très intéressantes. Et puis voilà, dans toutes les langues. Alors, je peux parler de l'édition, mais encore une fois, dans le dernier bloc, je suis intéressé à voir vos avis. Et puis, j'ai fait mon petit effort aussi. J'ai imprimé des livres chez Blurb. On en a parlé tout à l'heure. Alors, ça coûte super cher. À l'unité, c'est super cher, hein, en fait, Gwendal. C'est phénoménal. Et je les donne aux anniversaires, en fait. Mais c'est le fun parce que c'est un processus qui me permet d'éviter d'être édité. Avec les avantages et les inconvénients, évidemment. Je ne suis pas édité dans le sens qu'on ne m'a pas imposé un nombre de pages. On ne m'a pas dit cette image-là est moins bonne que l'autre, etc. J'ai eu la liberté de le faire, puis il faut que je les donne. Ouais. Voilà. Merci, Yako. C'est vraiment, en fait, un des objectifs, c'est un peu dans le programme du forum. Ben, je voulais aussi montrer, aller jusqu'à le volet expérimental qu'on souhaite couvrir. Donc, partir aussi d'une mise en contexte vraiment du milieu du livre avec Gwendal, plus général, et aller vers une pratique plus expérimentale avec quelqu'un qui a quand même supervisé beaucoup de projets d'édition. C'est intéressant aussi de voir, parce que quand on parle de développer un volet d'édition expérimentale, bien, ça prend de nouvelles compétences. Ce n'est pas facile de dire on va prendre le récit, puis on va le décortiquer, puis on va ajouter des images, on va le distribuer par fragments, puis on va faire une campagne à travers les médias sociaux, puis on va faire un livre numérique, puis on va ajouter des images animées, puis on met de la vidéo. C'est comme, à un moment donné, ça prend d'autres compétences. Et là, jumeler des applications numériques, par exemple, ou développer une application toute simple, même en fait, souvent, quand on jumelle une application à un livre, par exemple, on demande à une application d'effectuer le minimum parce que sinon, c'est trop complexe. Mais c'est sûr que là, ben, Yako, c'est quand même quelqu'un qui a eu la chance de travailler sur des gros projets, puis là, qui travaille davantage sur
une nouvelle branche, en fait, de façon plus indépendante et j'allais dire qui exploite, mais qui n'exploite pas, là, mais qui investit un nouveau territoire qui est moins couru en documentation, qui est celui de la danse, à travers la photographie aussi, avec une approche expérimentale et qui peut être liée à l'édition du livre d'art, l'édition livre d'art photographie. C'est intéressant. Livre d'art, documentation, photographie. Je mentionne qu'il y a un regroupement d'éditeurs de centres d'artistes qui s'est constitué, qui est le regroupement des éditeurs de livres d'art du Québec, là, autour de différents centres d'artistes, dont Vox, Plein Sud, c'est le regroupement des éditeurs de livres d'art du Québec, et qui a un peu pris la place de ce que qui souhaite distribuer aussi ses livres à travers un réseau de diffusion structuré. Ce que le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec a fait un temps puis a laissé tomber. Ouais. Donc, le regroupement des le regroupement des éditeurs de livres d'art qui travaillent dans ce sens-là pour favoriser la diffusion de ce type de livres. Mais c'est ça, là, on est dans cette espèce d'univers mixte. Alors, moi, je laisserai la parole aux gens du public. Tantôt, on parlait de pérennité, puis moi, ce qui ressort de mon observation quand on dit finalement, c'est un livre encore qui passe le temps. Mais c'est pas, ça semblait péjoratif, mais je trouve que dans le fond, ce que je retire de ça, c'est que comme le livre est un code simple, bon, il faut apprendre à lire quand même, mais quand on sait lire, c'est un code simple, le livre. Peut-être que c'est là, peut-être que se trouve là une solution pour tous les autres médias de faire dans la simplicité, parce que, tu sais, on parlait de Flash tout à l'heure, ça, il y a un problème d'interface beaucoup, puis c'est l'interface qui suit pas. Puis la vidéo, peut-être qu'on le sait pas, mais il y a des codecs, énormément de codecs différents qui freinent la diffusion de la vidéo. Donc, la vidéo, on s'en sort pas plus. Je veux dire, à un moment donné, il y a des codecs qui vont disparaître, puis on ne pourra plus les lire avec tel appareil. Fait que c'est toujours une question d'interface. Mais quand on revient au code brut, tu sais, je pense à le langage HTML, par exemple, qui est là depuis longtemps, puis c'est vraiment de base, qui peut être interopérable beaucoup plus que n'importe quel autre média, peut-être, tu sais. Parce que même le livre imprimé, qui est fermé, qui est encapsulé finalement, quand nous, on a rencontré ça au fil des ans dans ma carrière, de voir toutes les applications différentes qui ont été utilisées pour la mise en page de livre. Quand on veut convertir un PageMaker en InDesign, même dans la même compagnie, on a de la difficulté. Quand on passe de Quark Express à InDesign, c'est une autre difficulté. Quark Express 3.2 à 4.4, c'est encore une autre complexité. C'est toujours une question de la capsule et non c'est comme le contenant qui cause problème, qui est pas portable, on dirait, dans le temps. Mais le contenu, lui, si on le conserve brut, à l'état brut, d'après moi, il peut plus facilement passer au travers du temps, à condition, évidemment, d'avoir les gens, les techniciens qui sont là pour l'accompagner, le contenu, mais je pense que j'ai l'impression que le livre, tu sais, même si ton papier est jauni puis il sent l'humidité, il est encore là parce qu'il est simple. Une idée comme ça. Bien, on offrait dernièrement à Topo une formation qui s'intitulait Création d'un livre numérique avec une plateforme web. On a travaillé avec GitLab. C'était des formats pas mal préformatés. C'est limitatif, mais ça se personnalise après. Mais ce qui est intéressant, c'est que tant ton contenu dans la plateforme, puis ça le décupe, ça l'envoie vers le web, vers la version à jour du livre numérique. Fait que tu mets ton data à jour dans le formulaire, puis ça met à jour tes trucs. La personne qui le met à jour, qui le télécharge,
va avoir la version la plus à jour. Mais là, évidemment, on oublie la question de tu sais, l'œuvre unique, tout ça. Tu sais, je veux dire, il faudrait mettre une date, là, j'imagine. Là, tu sais, genre, moi, j'ai la version avant que la personne corrige son texte parce qu'il y avait des mots qui sont plus prononçables. Tu sais, des affaires de même. Là, en tout cas, c'est ça. Là, Oui, et puis bon, il y a plein d'exemples en art contemporain aussi qui sont. Moi, je prends toujours l'exemple. En fait, au Musée des Beaux-Arts, il y a quelques années, il y avait une exposition sur. En tout cas, ça touchait beaucoup la musique. Il y avait une batterie, et dans cette batterie-là, à l'origine, la batterie était faite pour qu'on puisse aller dedans la batterie, donc passer dans les tubes, etc. Et là, je ne pouvais pas m'approcher à moins de 2 mètres. Donc, est-ce que l'œuvre existe encore? Ben non, elle n'existe plus. Le vecteur existe encore. Je peux te faire voir la machine, comme disait Yannick, à la limite. Je vais sortir la machine, je vais dire, OK, bah, ce DVD-là est roulé sur cette machine-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut, puisque la machine ne fonctionne plus. Et j'ai plus le droit d'y avoir accès. J'ai même pas le droit de l'allumer, l'ordinateur, au cas où il brise. Donc, l'œuvre n'existe plus. Et l'autre qui m'avait beaucoup impressionné, je me souviens malheureusement pas de l'artiste, c'est un tas de bonbons qui était posé dans un coin. Puis le tas de bonbons, ben, on a le droit de les prendre et de les manger. Donc, l'œuvre disparaît. Alors, l'artiste, il a fait un carnet dans lequel il a dit, ben voilà, alors vous avez tant de stocks, j'ai acheté tant de stocks de bonbons, donc vous pouvez le refaire tant de fois. Le jour où le producteur de ce sucre-là, de ce bonbon-là n'existe plus, on a l'option d'aller dans telle compagnie et de prendre tel bonbon ou tel bonbon. Si ces bonbons ne sont pas disponibles, l'œuvre n'existe plus. Mais est-ce que c'est grave? C'est grave que si on n'est pas capable de savoir que ça existe. Donc, il faut du catalogue, il faut du print, il faut des vidéos, etc. Puis qu'on continue à porter ça dans les écoles et qu'on continue à pouvoir porter l'histoire de cette expérience-là. Bon, ça ramène à de l'art conceptuel, ça ramène à un type d'œuvre particulier, mais je trouve qu'il y a, en tout cas, même avec Pike ou des choses comme ça, il y a certaines œuvres qui ont pu être portées en LED, mais il y en a d'autres qui sont uniquement faites pour pouvoir jouer avec un aimant à côté du tube cathodique. Puis on ne pourra plus jamais jouer avec parce qu'il n'y a plus personne qui veut les allumer, ces tubes-là, parce qu'ils fonctionnent, ils pourraient fonctionner un jour. Mais bon, ça ramène aux livres qu'on sort de leurs archives et puis qu'on manipule et qu'on va pouvoir voir le facsimilé, peut-être. Moi, j'ai un facsimilé du coup de dé de Mallarmé, mais ce n'est pas le coup de dé. Mais je peux envisager de revoir la même, d'imaginer l'expérience, en tout cas, qui avait été proposée. Ouais. C'est intéressant, Jean-Christophe, ce que tu dis, ça, parce qu'on parle de livres, et puis c'est bien d'en sortir pour voir ce qui se fait ailleurs, puis de voir un peu la portabilité. Puis ça faisait penser à, je pense que c'était Godard qui disait ça, que de voir un film prévu pour le cinéma sur la télé, c'est comme de voir une œuvre de Van Gogh dans un catalogue en noir et blanc. Ça n'a pas trop d'intérêt. Puis du coup, c'est un peu ça, de se dire, ah, ben, comment on fait, et puis qu'est-ce qui est perçu quand c'est transformé pour un autre média, finalement. C'est une grande discussion qu'on a eue avec Michael Snow, puis c'est vraiment lui qui m'a mis dans la tête l'histoire de la représentation, parce que lui, il dit toujours représentation et non pas représentation. Puis c'est vraiment ça, en fait. Et lui disait, tu peux pas mettre, parce que moi je me disais, ah c'est génial, il y a un film avec 3 films, puis c'est tellement beau, je l'ai vu au cinéma, c'est phénoménal, puis c'est du texte blanc sur des fonds noirs, puis là on peut jouer, et sur l'écran on pourrait faire telle chose et telle chose. Il dit, non, tu peux pas montrer mon vidéo. Je peux te donner un extrait, si tu veux avoir 2 minutes 53, je peux te donner 2 minutes 53 pour que tu aies l'impression de connaître l'expérience. Mais si tu veux voir l'œuvre, il faut que tu demandes à la Cinémathèque qu'elle te la joue. Et en fait, sur la plupart des œuvres qu'il avait dans le catalogue, ou dans le livre, ou dans le DVD, on avait toujours ces discussions-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de réinterpréter? Est-ce qu'on est en train de tenter de représenter? C'est comme à un moment donné, il y a une œuvre sur laquelle il joue sur la... Il y a two sides of every story. Il y a 2 caméras qui filment. D'un côté, il y a Michael Snow, de l'autre côté, il y a une peintre. Au milieu, il y a un film, qui est une surface transparente, sur laquelle il y a une jeune femme qui vient faire un cercle vert. Bon, mais si tu ne vois pas les 2 films, tu ne comprends pas. Puis, il ne veut pas qu'on puisse voir les 2 films. Ce qu'il veut qu'on voit, c'est le film présenté sur un écran projeté des 2 côtés. Parce que c'est la seule façon de représenter l'œuvre, de présenter l'œuvre, pardon.
Et encore une fois, est-ce qu'on peut créer à partir de ça? Bah oui, là, ça deviendrait intéressant de voir comment Godard aurait pu écrire certaines parties de films pour que certaines parties de films soient vues à la télé. Je reprends l'exemple de comment il s'appelle la station spatiale qui explose, là, Gravity. Gravity? C'est Gravity? Non, c'est pas Gravity, c'est l'autre. Sandra Bullock, qui se perd dans l'espace, là, avec... Oui, c'est Gravity. C'est Gravity. Bon. Bah, le fils du réalisateur a fait... Il y a une scène qui est folle, qui est pas mal dans le film, qui est la scène où elle a abandonné, elle pense qu'elle va mourir, elle est dans sa capsule, puis là, tout d'un coup, elle passe au-dessus d'une zone et elle a un contact radio à la CB, hein, vraiment un contact vraiment radio de base. Et elle parle avec quelqu'un, elle ne comprend pas la langue, elle ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, il y a une tentative d'échange et de compréhension des deux. Et puis un jour, je suis tombé sur le court-métrage du film du fils du réalisateur, qui est en fait le point de vue opposé. C'est le point de vue du gars sur la banquise, avec sa femme et un chien qui est malade, qu'il va devoir abattre. Sa femme tient son chien et on vit pendant 15 minutes avec ce gars-là qui, tout d'un coup, parle avec une femme. Il n'a aucune idée qui parle. Il a allumé sa radio, il y a quelqu'un qui parle, puis il parle, et tout d'un coup, tu as un ensemble qui vient de naître qui est beaucoup plus grand que le contenu original, quoi. Et c'est vraiment fort. C'est un petit peu comme Eisenstein qui disait tu filmes un homme, tu filmes une femme, et au montage, l'amour naît. Tu n'as pas filmé l'amour, ça n'existe pas. C'est le montage qui crée l'amour. C'est la tension qui est créée par la narration et par le style de montage qui va générer l'idée de l'amour. Donc, c'est super intéressant aussi. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que les artistes pourraient, encore une fois, il y en a certains qui le font, créer Philippe Wiese, j'arrive jamais à dire son nom, qui est un artiste français assez intéressant. Il travaille sur l'ensemble de toutes les possibilités pour présenter une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a de la scénographie, il y a du théâtre, il y a des animaux qui se baladent dans les installations, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a de la neige qui tombe. Mais ça reste quand même des univers narratifs très, très cohérents. C'est super intéressant. La notion d'édition, elle est là. La notion d'édition, de publication, de conception éditoriale, elle est là. Après, la déclinaison à travers les médias, elle est laissée à chacun. Alors, est-ce que le livre devient à ce moment-là un vecteur pertinent à la diffusion de cette œuvre? Bien, ça, c'est laissé à chacun et aussi, c'est une question de moyens aussi, parce que produire un livre, c'est quand même très cher. Dis toi-même, même en auto-édition avec Blurb, ça coûte cher pour produire un livre photo. Oui, ou il faut que tu aies de la place pour stocker les boîtes. Ça peut coûter moins cher, mais il faut que tu aies de la place pour mettre les boîtes de livres. Oui, mais bon. Tu peux imprimer, c'est ça, tu peux imprimer 200, 300 exemplaires et ton coût à l'unité diminue beaucoup, mais là, tu redeviens libraire. Il faut que tu ailles faire ta promotion, placer tes livres, les vendre, les mettre en marché. C'est un autre métier, quoi. C'est encore autre chose. Oui, c'est intéressant de voir les petits éditeurs, comme par exemple les éditions Cayenne en photographie. Oui. Mais ils n'ont pas de présence en numérique vraiment. Là. Il y a comme il y a un trou dans l'édition d'art, le livre d'art, le livre numérique, tout ça. Là, nous, comme centre d'artistes, nous, on veut bien produire un livre financé par le Conseil des arts, puis le distribuer gratuitement, mais encore faut-il qu'on rencontre notre public. Puis après, il y a les différentes formes de livres qui, tu sais, comme toi, Yako, tu fais des livres photos. Maintenant, comment tu les distribues? Quel réseau tu peux investir? C'est pas... c'est un des problèmes qui est sur la table du forum, là. Ça rejoint l'auto-édition, ça rejoint oui, puis comme la plupart des artistes qui vivent peu de leur art, ça devient difficile de faire de plus en plus de ventes et de moins en moins de création, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi, moi, de faire c'est de créer. Donc, à un moment donné, si tu es obligé, et c'est sûr qu'on doit passer par là, c'est ça qu'il faut faire. Tu ne peux exister en ligne que si tu mets un temps incroyable à monter une communauté de fans qui vont interagir entre eux, qui vont, etc. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait 5 ou 6 mois de publication sur
sur un newsletter, puis j'ai réussi à obtenir un certain niveau, mais les ventes n'étaient pas du tout à la hauteur. J'en ai fait des ventes, c'était bien, c'était un bon ajout, mais la tonne de travail que ça a pris pour arriver à générer ces quelques ventes-là, c'est phénoménal. C'est un métier. Mais c'est là qu'on revient à ce qu'on avait dit au Forum 1 avec Gwendal, que là, ça devient le métier de l'éditeur. À moins de vouloir monter une business chez soi, puis de mettre 3 personnes installées sur une table dans le salon. Exact. Puis après, à un moment donné, après le salon, ben, on loue un local, puis on s'en va. On devient une maison d'édition. Compagnie. C'est un peu en même temps, j'ai un ami qui fait pousser des graines à Komuraska. Il est obligé de s'occuper de la vente. Hein. C'est lui qui fait les enveloppes et qui met les graines dans les enveloppes. Sinon, ces graines existent, mais il ne les vend pas. Donc, ça fait partie du métier. Ça va, on le connaît. Mais c'est le grand magicien des plantes. Mais bon, c'est un autre sujet. Ben, on n'est pas loin de… Je vais laisser, moi, la parole à d'autres, aux gens du public. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'on a des questions du public? Gwendal, tu as sûrement une question. Moi, j'ai bien aimé, Jean-Christophe, tu disais, on crée un calendrier. Au début, tu disais, les blockbusters, ils créent un calendrier pour arriver à nous faire rentrer ce moment dans notre calendrier culturel. Et donc, une année avant de lancer le film, ils font des previews, des trucs. Et puis, après, tu disais, pour certaines œuvres, on arrive à la déconstruire pour en faire d'autres morceaux. Et comment lier ça? Il y en a qui vont publier avant pour arriver au momentum de l'œuvre, et d'autres qui vont prendre l'œuvre comme finalement la fin pour créer des contenus. Comment toi, tu vois cette question de calendrier, de temporalité pour de plus en plus, puis c'est la grosse discussion que j'ai avec Fred Gravel, puis je rentre en conflit un peu avec sa compagnie chorégraphique, DLD, qui a une vue un peu plus traditionnelle de la chose, mais moi, je lui dis, à chaque fois que tu fais une répétition, à chaque fois que tu rencontres un jeune danseur, à chaque fois que tu vas aller, essaye d'avoir, et puis on va limiter le coût à l'heure et du matériel, on va aller capter. Et pendant qu'on capte, on va diffuser. Donc, le processus de création devient la communication. Alors, il y a tous les gens qui font ça tout le temps, là, vont te dire, oui, mais tu gâches le plaisir, oui, mais il y a des spoilers, oui, mais non. En fait, ce que tu crées, c'est que tu crées le plaisir et l'attente du résultat final chez ton public, et tu le crées, ton public. Tu constitues ton fanbase, et tu utilises ton fanbase pour… Ça ne veut pas dire que tu es obligé de modifier ton processus de création. Là, il y a un jeune, je ne me souviens jamais de son nom, mais il y a un gars, un couple, en fait. Ils ont loué un hangar au centre-ville. Ils ont mis 2 webcams, et en fait, tout ce qu'ils vont faire, toute la création, la préparation, le montage, quand ils clouent, tout est en ligne en temps réel. Ben, waouh! Moi, j'ai envie de temps en temps aller les voir, puis de passer machin. Et pour me faire plaisir, à un moment donné, ils vont commencer à organiser peut-être des mini-performances. Puis là, avec Gravel, on se disait, ça serait le fun. À un moment donné, on va s'entraîner à la Sala Rossa, parce qu'à Sala Rossa, ils ont un certain nombre d'équipements. Puis on va mettre 2 caméras live. Puis la caméra, ça va être Fred qui va l'utiliser, puis qui va peut-être aller parler avec… Puis on va être dans la création de l'œuvre. Et peut-être que ça fait partie de l'œuvre. Parce que Fred, la façon dont il travaille, c'est beaucoup justement sur de garder le vivant en temps réel. C'est pour ça qu'il amène des bandes de musique énormes sur le stage pour des performances de danse, qui révèlent à la moitié en ouvrant un rideau. C'est parce que ça fait partie de cette espèce de puissance du vivant. C'est ça qui nous intéresse dans l'art vivant. C'est pas de voir 8 fois la même représentation au cordeau. Quand tu vois Incendie de Wajdi Mouawad la première année, que tu la revois 3 ans après, puis que tu la revois 5 ans après, tu fais comme waouh, c'était… En fait, les 2 premières diffusions, ils étaient dans la création encore. Et la dernière fois que je le vois, c'est l'apothéose, et puis c'était réglé comme du papier à musique. C'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus symbolique, c'est beaucoup plus travaillé. Donc, il continue de garder le côté vivant et de s'imprégner de la réaction du public. Et c'est pas forcément contenu négatif, donc je modifie. C'est pas forcément que de l'opportunisme. C'est une sorte de co-création. J'utilise la réaction devant moi comme élément de motivation pour avancer dans ma création. Je ne sais pas comment le dire, mais tu comprends? Ça devient un moteur. Ça devient un moteur de motivation. Et si à un moment donné, je sais qu'il y a 300 personnes qui m'ont vu travailler et qu'il y a des gens qui sont super intéressés par ça, ça va peut-être devenir une œuvre à part.
c'est là où je dis que je pense que le processus de création ou le processus d'écriture, dans la nouvelle écriture, doit pouvoir s'insérer là-dedans, parce que sinon, et Michel le disait, on ne rejoint juste pas notre public après, on ne trouve pas notre public. Ça sert à quoi d'être financé si on ne trouve pas notre public? Et la seule façon de trouver le public, c'est pas en vendant des billets, en tout cas de moins en moins en vendant des billets, c'est peut-être en accompagnant, et peut-être que, en fait, ce que fait Art.film du FIFA en ce moment, tu prends un abonnement, et tu vas pouvoir voir un live pendant 2-3 ans parce que tu es abonné, puis tu auras accès à cette personne-là en création, et ton abonnement t'aura servi à vivre la création de cette personne-là. Peut-être que les écoles vont peut-être s'abonner à ce genre de service-là, puis ça deviendra comme un dialogue entre des jeunes, etc. Ce que fait Tangente, par exemple, c'est vraiment un travail collectif. Mais on ne peut pas arriver à la fin avec un produit puis dire, OK, ben, comme en film en ce moment, ça fait 5 ans que tu bosses, ton film arrive, OK, maintenant on va attendre 6 mois pour que les festivals soient pris en place, que les journaux aient de la place, que tel machin, etc. Ça se peut presque plus. Ça se peut dans le domaine des films, des petits films à petit budget, mais des gros films à gros budget, l'industrie ne peut plus fonctionner comme ça. Et j'ai l'impression que les cinéastes, je ne sais pas, il y a sûrement de la place pour tous les modèles, mais j'ai l'impression que ce modèle-là est intéressant pour les prochaines années. Ben, c'est sûr que les gens qui construisent une clientèle au départ, qui alimentent une communauté, ils favorisent aussi le financement genre en cours de communication du projet, mais aussi ils fidélisent un public qui est appelé à voir leur truc, puis à continuer. Mais c'est quand même un travail spécifique. Si on prend, on peut, mettons, prendre une autrice comme une écrivaine, Maud Veilleux, qui a fait un roman web, ben, finalement, c'est devenu un roman parce que c'était à la fin, mais ce n'était pas prévu au départ. Puis, la première intention, c'était de le mettre en ligne, puis de communiquer son affaire, puis de le dévoiler par fragments. Puis là, finalement, au bout de la ligne, ça devient un roman. Ça devient un roman en ligne. Mais ça, c'est quelqu'un qui a utilisé les réseaux sociaux, qui est d'une génération X. Ça pourrait X, Y, Z, ou T, U, V, là. Mais quand même plus jeune. Et c'est devenu un projet d'édition progressif en lien avec les réseaux sociaux. Ouais, puis toute la bande dessinée du XXe siècle a été beaucoup basée là-dessus. Il y avait des petites parties d'histoire qui sortaient, 3-4 images, machin, toutes les semaines dans un truc, puis à un moment donné, ça devenait un journal, puis à un moment donné, ça devenait une BD, puis à un moment donné, ça devenait une œuvre. C'était développé de cette façon-là aussi. Guylaine vient de donner une très très bonne nouvelle. C'est que... c'est bien Guylaine qui j'étais mélangé avec Yayo. Tout d'un coup, à chaque fois que je vois Yayo, je suis mêlé avec mon propre nom. Que Digital Snow serait porté 10 ans après Flash en HTML. Cette année-là. Si tu permets, c'est ça, c'est que j'espérais avoir la nouvelle avant la fin du... c'est que je suis en contact avec la Fondation, puis j'ai dit, il me semble qu'ils travaillent là-dessus. Fait qu'effectivement, il est presque terminé, il reste 2 sections, mais il est en ligne, fait que je vais mettre le lien. Mais ça, en tout cas, puis on t'invite même si tu as des questions, des commentaires, à les contacter. Fait que je vais mettre le lien. Très cool. Fait que bref, il est revu. Génial. Tous les 10 ans, en fait. Faut portabilité. Non, il est revu pour que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. HTML. HTML5. Ouais. C'est ça. 5, c'est ça. Ça pose d'autres problèmes. Hein. Parce que si le code ne change pas, c'est le furteur qui va changer à un moment donné. C'est pour ça que j'ai abandonné le HTML, moi. C'est qu'à force de tous les ans de changer, il y avait une mise à jour qui se faisait, puis il n'y avait plus rien qui fonctionnait sur ton site. Là, j'ai fini par perdre patience un peu. Non, le HTML à la base, il est portable d'une version à l'autre, puis le HTML5 est encore plus adapté encore plus ouvert aux différents navigateurs que le HTML4. Pour l'instant. Ouais. Bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Yako, pour cette présentation. Pour finir, je voudrais vous mettre ici, dernièrement... Merde, attends, je vais enlever Ça marche super bien, en fait. Hein? Ça marche très, très bien, ces fonds virtuels. On est vraiment dans la réalité augmentée, ouais. Je vais enlever le fond virtuel, puis juste pour finir...
Voilà, ben, vous verrez devant un écran blanc. Je voudrais vous montrer ici, l'agence Topo fait l'acquisition de la machine à écrire de Jean Baudot, qui est un professeur de mathématiques à l'Université de Montréal. Et en 1964, il a monopolisé les ordinateurs de l'Université de Montréal pour pour composer un premier livre de poésie aléatoire qui s'appelle La machine à écrire, qui a été publié dans la collection des poètes du jour. Alors voilà, c'est vraiment passionnant. J'ai hâte de voir. Et ça correspond aussi à un CD-ROM qui a été fait plus tard, fin des années 90, sur les machines à écrire, davantage autour de l'Oulipo. Alors, c'est un peu, ça fait le pont avec un peu l'expérimental, la littérature numérique, le livre numérique, le livre papier, les voies multiples, évidemment, toutes les difficultés qui ont été confrontées par ces pionniers-là. Donc voilà, en fait, on commence, nous, un forum. Je pense qu'on est très excités collectivement, nous, ici à Topo, parce que on va entendre toutes ces intelligences, cette intelligence collective de tous les gens qui s'inscrivent, qui participent, qu'on a invités, les gens qui contribuent aussi, qui commentent. Alors, je vous remercie tous et toutes. Merci à toi. On a un dernier commentaire de la salle. J'ai une petite question, excusez. Oui. J'aimerais savoir, le PDF dont tu parlais au départ, il est disponible où juste? On va les mettre pas en encore ligne. disponible. On va les mettre en ligne sur le groupe Facebook. Laissez-nous, d'ici demain, ça devrait être fait. Okay. Puis pour ceux qui sont intéressés aussi aux autres thématiques, la semaine prochaine, on parle du livre audio et du balado, donc ça va être très intéressant aussi. Puis c'est ça. Le groupe Facebook, s'il y en a qui veulent que je le remette dans le chat, n'hésitez pas à faire signe. Sinon, Ah non, je vais aller sur le Facebook, c'est beau. Parfait. OK, merci beaucoup. D'abord, pour finir, je dirais, il y a Maxime Alexandre Gosselin ici qui est à la technique et Gabriel Forêt-Lachapelle. Merci vous deux. Ouais, merci beaucoup. L'organisation, la co-organisation du forum. Et ça constitue la petite équipe de terrain de Topo. C'était très fluide. Ouais, merci à tout le monde. Et on remercie le Conseil des arts du Canada qui nous permet de tenir ces webinaires. Voilà. Merci Topo. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci Bonne Jaco, journée. merci Bonsoir. Topo. Salut Yayo. Plaisir.